La Coupe du Monde de rugby s'est terminée le 2 novembre dernier par la victoire de l'Afrique du Sud sur l'Angleterre 32-12. Un mois après, donc, il était temps de revenir sur les souvenirs marquants de cette compétition et surtout d'en tirer les leçons, du côté de l'équipe de France en particulier. Bonjour, bienvenue sur le Sportcast, le podcast sportif de Sud-Ouest. Je suis Jean-Pierre Dorian, rédacteur en chef de Sud-Ouest. Sud-Ouest qui avait dépêché 2 envoyés spéciaux durant cette compétition. Denis Capes-Granger, bonjour Denis. Salut à tous. Et Arnaud David, bonjour Arnaud. Konnichiwa. Ah, voilà, ça commence fort. La première question, effectivement, elle peut porter sur votre vie d'envoyé spécial au Japon, si j'ose dire. C'est-à-dire comment vous avez vécu dans ce pays qui est quand même très 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 loin, très très éloigné du nôtre. Arnaud ? J'ai vécu très bien. J'ai adoré le Japon. J'ai adoré son organisation, le quotidien d'envoyé spécial au Japon, avec une vie facilitée finalement par la disponibilité, la gentillesse des Japonais, leur politesse, leur retenue, tout ça, ça m'a bien plu. Et puis moi, j'ai beaucoup aimé cette Coupe du Monde, voilà. Même si elle était parfois longue, même s'il y a eu des couacs, notamment avec des annulations, je l'ai trouvée totalement dépaysante par rapport à les précédentes dans les pays anglo-saxons. Ouais, moi je reviens sur ce que dit Arnaud, c'est vrai que c'est une drôle d'expérience. C'est J'ai Denis une petite pointe de retenue par rapport à l'enthousiasme d'Arnaud quand même sur la vie au Japon. Non, mais c'est vrai que il y a un vrai choc culturel avec. Alors c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai que les Japonais sont d'une disponibilité assez terrifiante même par moment. Il y a un accueil mais qui est des fois pas très chaleureux, donc des fois ça qui est cordial sans être chaleureux, voilà. Donc des fois c'est un peu décontenançant, mais effectivement elle était fraîche en fait cette Coupe du Monde, j'ai trouvé surtout. Le cliché, comment vit-on là-bas dans des petites boîtes à chaussures, des chambres d'hôtel ridicules, des choses comme ça, tout ça c'est de l'ordre du cliché, ça aussi. Vous avez pu c'est pas mieux que ça. C'est pas tout à fait de l'ordre du cliché, mais tout est tellement bien pensé, que tout l'espace est tellement bien organisé qu'on n'en souffre jamais. Moi, ce qui m'a frappé, justement, c'est cette absence, c'est une énergie qui n'est pas du tout une énergie négative. C'est tout est canalisé. Alors, c'est bien quand on y vit 6 semaines, peut-être que quand on y vit toute sa vie, qu'on est japonais, c'est plus difficile, on vit dans un carcan, on vit avec des corsets partout. Mais pour nous, au quotidien, finalement, tout était fluide. Il y a une vraie passion de l'ordre dans ce pays, tout simplement. C'est ça qui t'a le plus marqué, toi, Denis, le côté très trop ordonné. On passe au passage clouté, on attend pendant 5 minutes que le feu passe au rouge, et quand on fait comme en France, on passe alors que le feu n'est pas vert, tout le monde nous regarde, on sent le poids de la société qui nous observe et qui nous juge. Alors ça peut arriver aussi dans certains pays anglo-saxons quand même. Cette espèce de discipline, elle est plus anglo-saxonne qu'elle n'est latine, on va dire, de toute façon. Mais là, ils sont plus disciplinés que les plus disciplinés des anglo-saxons. Et il y a un principe d'éducation au Japon, que je trouve très intéressant, qui est très limitant, qui dit que tout ce qui n'est pas explicitement permis est interdit. Voilà. Et ils savent s'autoriser aussi comme des petites fenêtres de respiration le soir, notamment à partir de 19h, on les voit déambuler dans les rues, dans le petit quartier de Shinjuku dont parlait Arnaud, où il y a tous ces petits bars minuscules dans lesquels il faut se frayer un chemin avec les coudes. Et là, ils sont effectivement beaucoup moins ordonnés. Mais bon, c'est assez court, parce que ça dure jamais très longtemps. Ça, c'était pour on va dire, vos souvenirs en rugby. Le rugby, qu'est-ce qui vous aura au final le plus marqué Alors, il y a un épisode qui a été vécu intensément, si j'ose dire, avec beaucoup de frustration côté français, mais vous l'avez vécu au plus près, c'est le typhon, évidemment. Pas seulement parce qu'il a empêché un match de se disputer, mais parce que ça a été un moment un peu particulier de cette compétition. Arnaud ? C'était un moment particulier. J'étais à Tokyo et je suis allé j'avais le choix de rester à Oita ou d'aller à Tokyo, et j'avais décidé d'aller au-devant du typhon pour voir à quoi ça ressemblait. Et en fait, c'est pas pour tout vous avouer, j'ai vécu donc la journée du typhon
où notre anxiété nourrit aussi, parce qu'on a la télévision, on a Twitter, on a les gens qui vous informent que le monstre Agibis, il va arriver, il va déferler, il est en train déjà de faire du mal, voilà. Et donc ça nourrit une forme d'angoisse et d'anxiété qui grandit à mesure que la journée passe. Et puis quand même, on regarde à l'extérieur, on se dit on va aller faire quand même un petit tour dehors. Donc ce jour-là, j'avais pris le taxi pour aller dans le centre de Tokyo, centre vide, parce que dans ces rues qui grouillent de monde, même le week-end, il n'y avait plus personne. Effectivement, c'était une expérience assez marquante, avec la pluie qui déferlait, le vent qui grandissait, plus de taxi, obligé de prendre le dernier métro. Et là, dans ce dernier métro, pour rentrer à mon hôtel, il n'y a personne. Il n'y a plus personne. Et après, de la gare, il faut rentrer avec le vent qui grossit. Et on attend. Là, on est au milieu de l'après-midi. Petite angoisse quand même. Petite angoisse, oui. Surtout quand il faut choper le dernier métro. Pendant ce temps-là, Denis est au soleil. Et sagement tanké au soleil. Et effectivement, à Oita, il y avait de belles éclaircies. Un petit peu de vent, malgré tout. Et alors on se dit, quand est-ce qu'il arrive? Alors il est 16h, 17h, 18h, on nous dit attention, c'est à 20h il va tabasser, 21h, donc moi je suis au 17e étage de mon hôtel, au dernier étage dans une tour, et en fait c'est pas le typhon qui m'a fait le plus peur, c'est qu'à ce moment-là, il y a eu un tremblement de terre. J'étais dans la chambre d'hôtel et j'ai cru que c'était le typhon qui cognait vraiment très fort parce que la tour s'est mise à bouger. Et en fait, quelques minutes plus tard, en regardant Twitter, j'étais informé que c'était un tremblement de terre de magnitude 5.7. Donc c'était pas rien, mais c'est ma vraie... Voilà. Formidable Japon. C'est vrai que vu d'Oita, où effectivement on n'était pas confronté au même problème, ça avait un petit côté fin du monde. On se demandait s'il n'y aurait pas une pluie de sauterelles qui arriverait juste après. On a l'impression que tout partait par terre. Et vu d'Oita, Denis, il y a aussi la partie purement sportive. Comment vous avez vécu cette espèce de tunnel qui a débouché sur l'excellente performance de l'équipe de France face à l'Angleterre? Alors, avant de répondre à cette question, il faut forcément préciser que vu que le typhon a fait près de 80 morts, ça n'a rien d'anodin. Enfin, toutes les mesures de précaution qui ont été prises par l'organisateur peuvent être compréhensibles, mais ça a été interminable. Ça a été tout bonnement interminable, même pour les joueurs. On les voyait errer dans les rues, faire leurs courses en journée, essayer de trouver des plages de respiration par moment dans les rues du centre-ville d'Oita qui sont très commerçantes. Mais ça a été très long, très long. Tu as raison de souligner ça par rapport effectivement aux dégâts qu'a causé ce typhon, parce que ce qui a été aussi beaucoup commenté, c'est comment un organisateur d'une compétition de ce niveau peut ne pas prévoir, sommairement résumé, ne pas avoir prévu un plan B, en sachant que les typhons existaient, qu'il était possible qu'ils passent par là. Donc il a été, vu de France en tout cas, ça a eu un côté un peu incompréhensible, l'annulation de ce match. Mais même au Japon, c'était pas très compréhensible parce que la notion de plan B était dans les règlements, n'existait pas, et finalement elle est apparue au fur et à mesure que la menace s'est accentuée. Par exemple, c'était le France-Tonga qui était impacté. France-États-Unis aussi. France-États-Unis, c'est le France-États-Unis qui a été menacé à un moment donné. L'idée d'une délocalisation a été avancée, à quelques jours avant seulement, alors que c'était pas dans les textes. C'est vrai que c'était pas clair. En fait, il y a un flou qui a contribué à l'incompréhension générale. Mais avec du recul, c'était jouable ou pas de prévoir un plan B? C'était certainement... prévoir un plan B détaillé, c'était forcément impossible, parce qu'on ne savait pas précisément où est-ce que le typhon allait frapper. En revanche, moi, ce qui m'a frappé, justement, c'est que le rugby international s'est comporté de façon assez moche. Selon que vous soyez puissant ou misérable, vous aviez deux formes de traitement. C'est-à-dire qu'on a annulé... Nouvelle-Zélande, Italie, certainement pour les bonnes raisons, mais sans la moindre considération pour les Italiens, qui avaient finalement encore une chance de se qualifier sur le papier. Il n'y a pas eu un mot d'excuse des All Blacks, pas un mot de compassion, de sympathie pour des Italiens, pour des adversaires. On a vu des manifestations de mesquinerie un peu étonnantes. Par exemple, Greg Townsend, au moment où il y a eu une menace sur Irlande-Samoa, Greg Townsend, l'entraîneur de l'Écosse, battu avant par les Irlandais, dit non, il ne faut pas de plan B, il faut respecter le plan à la lettre si jamais Irlande-Samoa. Donc à se réjouir de l'éventualité d'un match annulé. Enfin, tout ça, ce n'était pas des comportements très rugby, du moins pas le rugby tel qu'on voudrait le vendre. Au-delà même des vertus du rugby, il y a les vertus sportives tout bonnement, comme tu le rappelais, le Nouvelle-Zélande-Italie.
ça peut faire sourire, mais effectivement, les Italiens pouvaient se qualifier s'ils battaient les Néo-Zélandais. J'imagine que tout le monde rigole quand on dit ça, mais c'est une réalité, et c'est surtout les principes du sport, d'une compétition comme la Coupe du Monde. Enfin, si on respecte pas ça dans une Coupe du Monde, je vois pas ce qu'on respecte, en fait. Oui, l'annulation de France-Angleterre n'a pas eu ces incidences-là, pour la peine. Non, c'était facile, c'était une mesure facile à prendre. Et il y a eu un petit miracle. Le lendemain, la Gibis, c'est justement Japon-Écosse qui, pour moi, était un des moments forts de cette Coupe du Monde. C'est ton moment fort, c'est le moment le plus fort pour toi oui, titre perso, à titre personnel, oui. Donc, le match doit se dérouler à Yokohama, comme le France-Angleterre. Le France-Angleterre est annulé. Et puis, les Écossais mettent une pression incroyable pour que ce match se dispute, parce que c'est leur survie aux Écossais. Ils ont là, Townsend a changé d'avis. Là, oui, du coup, il fallait absolument un plan B. Et on se demandait comment le match allait jouer. Yokohama était frappé par le typhon. Et là, les gens ont travaillé toute la nuit pour mettre la pelouse en état. La pelouse elle a été parfaite. Et puis il y a ce match où il y a un enjeu maximal sur le Japon. C'est le France-Afrique du Sud de 95, dans un autre style, la demi-finale avec le terrain de Durban envahi par les eaux. Ouais, mais là, les conditions sont bonnes. Et à l'arrivée, les conditions sont bonnes. Ce jour-là, le ciel s'est dégagé. Depuis Tokyo, on voit le mont Fuji. Yokohama, le stade est plein. Il y a une ferveur incroyable. Il y a une ferveur incroyable dans tout le Japon, dans tous les bars. Les gens qui n'ont pas l'habitude de vivre dehors et de manifester comme ça, ils sont là aux aguets pour voir l'équipe du Japon et qui sort un match exceptionnel. Elle fait l'équipe du Japon qui est menée d'abord par les Écossais. C'est les Écossais qui frappent les premiers. Et là, ils ont une séquence qui, moi, m'a rappelé la deuxième mi-temps de France-Nouvelle-Zélande 1999. C'est-à-dire que pendant 40 minutes, tu as une équipe qui marche sur l'eau. Tout lui est réussi, qui marque 3-4 essais. Fabuleux. Et qui joue un rugby exceptionnel. Oui, même si... je vais faire la mouche du coche, mais même si c'est pas exactement le très haut niveau. C'est très spectaculaire à regarder, mais c'était pas forcément l'équipe d'Écosse. Visiblement, n'était pas. Enfin, c'est même une évidence. N'était pas au niveau pour espérer les battre. Après, le spectacle est resté, tu l'as dit, assez magique. Regarder cette mi-temps, c'est probablement un des meilleurs moments de la Coupe du Monde, même vu de très loin et à la télé. C'est vrai, mais il faut quand même se dire, on peut pas complètement dévaluer la performance des Japonais, parce que c'est une équipe qui a battu l'Irlande. Bien sûr. Voilà. Avec un tour remarquable. Bien sûr. Voilà. Ils ont fait une phase de poule sur le premier tour. Ils ont fait une phase de poule remarquable. Ils sont allés au bout de ce qu'ils pouvaient faire et voilà. Et puis l'épisode illustre aussi la capacité de résilience de ce pays. C'est aussi ça que ça le rend beau. Là aussi, on flirte avec le cliché, mais c'est un pays qui vient de prendre une catastrophe qui a fait plus de 80 morts et qui passe à autre chose. Et qui s'enthousiasme le lendemain. Voilà, c'est un pays qui est confronté au séisme, aux catastrophes. Denis, ton meilleur souvenir à toi ? Ton moment le plus fort, on va dire, de la compétition pure Ayant suivi essentiellement l'équipe de France durant tout le premier tour, mes moments forts, ce sera plutôt sur les phases finales, à vrai dire, avec la victoire de l'Angleterre face à la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud, et le succès de l'Afrique du Sud. La finale elle-même, ouais. Ouais, en finale, ouais. C'est la finale ou c'est plus le succès? Non, j'ai aimé cette fin de compétition, où alors que depuis 2015, on nous disait qu'il n'y avait qu'un seul rugby qui pouvait gagner, c'était celui fait de vitesse, de dynamisme et d'intensité, ce que je crois. On a vu des identités en fait dans chacun. L'Afrique du Sud s'est imposée avec son rugby à elle, un rugby monolithique, puissant, que beaucoup de monde pourrait trouver un peu ennuyant, mais qui est le sien. Voilà. Et il est récité avec tous les standards du haut niveau actuel. C'est la vitesse, l'intensité, mais c'est leur rugby. Les Anglais ont battu les Néo-Z avec leur rugby. Les Néo-Z ont fait leur rugby. Les Gallois ont fait aussi leur rugby. Enfin, je veux dire, chacun s'est exprimé dans... Ça, les Gallois, je suis moins d'accord avec toi. Le jeu des Gallois des années 70, historiquement, n'est pas exactement c'est le rugby qui est le leur depuis que Gatland les a pris en main. Absolument. Mais là où je te rejoins à 100% pour la peine, c'est qu'effectivement, les identités des grandes, en tout cas des grandes nations du Sud, ça a été totalement respecté et c'est le... Et même la France a joué son rugby finalement sur un rugby fait parfois de flair. Parfois. Je vais revenir sur une anecdote.
qui raconte justement les identités. 2 jours avant, on est à Oita, et 2 jours avant le quart de finale, avant France-Pays de Galles, je croise Fabien Galtier et on va manger un morceau ensemble. Et il me raconte comment il se projette déjà sur la demi-finale. Donc il a demandé à son analyste vidéo de lui faire des montages sur l'Afrique du Sud et sur le Japon, qui sont des possibles adversaires en demi-finale. Et donc l'analyste vidéo lui est revenu vers lui en lui disant: bon, je t'ai fait le résumé des circuits référentiels de l'Afrique du Sud, ça fait 12 minutes, là je suis sur le Japon, mais j'en suis à 1 heure. C'est joli. Ça dit beaucoup de choses. Ça dit beaucoup de choses. Ça dit pas forcément qu'une était meilleure que l'autre, la preuve en l'occurrence. Mais... Ça rappelle aussi que le Japon a un sélectionneur néo-zélandais. La défaite néo-zélandaise, on en dit un mot. Est-ce que c'était comment dire, prévisible, si surprenant que ça? Est-ce que c'était pas une injustice sur ce match, assez certain, parce que s'il y a bien un match que l'Angleterre mérite de gagner, c'est celui-là. La Nouvelle-Zélande avait des faiblesses par rapport à 2015. Il y a des joueurs qui n'ont pas été remplaçants. On ne remplace pas un Dan Carter comme ça, un Conrad Smith comme ça, ni un Rachimako. Il y a des joueurs peut-être qui étaient en manque de rythme comme Retallick. Whitelaw qui est peut-être un petit peu plus vieillissant, moins resplendissant qu'en 2015. Et ça restait quand même une équipe de très très haut niveau. Ils ont tordu l'Afrique du Sud en poule. Ils ont fait la même chose en Irlande, contre l'Irlande en quart de finale. Ça ne fait que dire à quel point la performance de l'Angleterre a été énorme sur la demi-finale. L'Angleterre, ça aurait été quoi finalement alors, en dehors de cette surprise, une forme de déception après avec la finale qui a suivi, ou ils ont été là où... Je pense que les Anglais ont péché par arrogance. Ils ont été anglais jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'ils ont pensé que le jeu, ce qu'ils avaient produit au niveau du jeu leur suffirait. Ils ont oublié qu'il y a un autre élément dans le rugby, c'est le combat. Et ils ont abordé leur finale peut-être de mauvaise façon. Ils ont quand même battu les Blacks en combattant. En combattant, mais en proposant de l'intensité, beaucoup des lancements de jeu innovants. Et peut-être qu'ils ne sont pas mis dans l'état d'esprit que les Springboks allaient venir les chercher sur les fondations, sur la mêlée, sur du combat pur. Et Eddie Jones a avoué après coup qu'il y a certains joueurs qui manquaient de fraîcheur et qu'il n'a pas osé, il n'a pas pensé à les remplacer. Petite question, là, vue de loin, est-ce que c'est pas aussi est-ce qu'ils n'ont pas payé le fait que, mine de rien, s'ils avaient réussi à battre les Sudaf en finale, ils auraient, je pense, été les premiers de tous les temps à faire le triptyque face aux sudistes. Oui. Australie quart de finale, Nouvelle-Zélande demi-finale, qui aurait été énorme. Afrique du Sud finale, il faut quand même les enchaîner donc en 3 semaines. Au-delà du choix des hommes, moi je trouve qu'ils ont joué ce match un petit peu à l'envers. La manière dont ils l'ont abordé ne leur ressemble pas. On voit notamment Owen Farrell écarter un ballon dans son embut. On voit Billy Vunipola essayer d'écarter un ballon dans ses 22 mètres et faire une passe d'ailleurs totalement catastrophique à Owen Farrell. Ils ont abordé ce match en essayant de développer un jeu qui finalement leur ressemblait pas vraiment. Ils devaient craindre les Sudaf sur les zones de conquête, puisque le pack des Sudaf était le plus gros de la compétition tout simplement, et ils se sont fourvoyés. On parle d'équipe de France évidemment, le parcours, comment le qualifier? À la hauteur, décevant, à la hauteur de la déception? Il y a eu du souffle attendu. Il y a eu du souffle à la fin. Il y a eu du souffle au début aussi. Il y a eu une première mi-temps magique face aux Argentins. On les craignait, ces Argentins, et on nous sort cette première mi-temps. L'équipe de France sur la Coupe du Monde, c'était une équipe de première mi-temps. C'est ça. C'est bizarre. Une équipe de première mi-temps formidable, souvent formidable. Et j'ai gardé les chiffres. Sur les premières mi-temps, l'équipe de France a gagné ses 4 matchs. Si on fait l'addition, 56-20. Elle a perdu les deuxièmes mi-temps, 42-9. Voilà. Alors ça dit quoi ça dit un déficit physique, ce chiffre éloquent, ou ça dit un problème plutôt d'ordre mental Ça témoigne de fragilité d'ordre collectif. C'est-à-dire qu'il y a eu un travail considérable qui a été fait en 3-4 mois pour pousser les joueurs à développer un jeu conforme aux standards internationaux, avec beaucoup de vitesse et beaucoup d'intensité. La qualité des joueurs, elle a toujours été là, ça personne n'a dit le contraire. Sur les bases du jeu collectif, la mêlée n'a jamais été exceptionnelle, la touche s'est améliorée au fil de la compétition,
et sans être non plus resplendissante. La défense a été bonne, mais en même temps, elle a parfois manqué de dureté quand il s'agissait de vraiment combattre. Finalement, c'est une bonne équipe, mais avec toutes ses fragilités, qui a fini par s'effondrer. Qui a fini par jouer, par échouer en quart de finale, ce qui était à la fois le contrat minimum, et finalement, là, mais le contrat maximum pour cette équipe fait d'une génération de joueurs qui n'étaient pas exceptionnels. Moi, je m'en suis pas complètement remis, cette fin de match contre le Pays de Galles, parce qu'on peut reparler du carton rouge de Vahemina qui pèse forcément dans le déroulement de cette... surtout qu'on est en position dominante, 10 mètres de la ligne galloise, on peut faire le break. Bon, alors le carton rouge, il pèse. Mais quand même, on résiste. 74e minute, on est toujours devant. Et il y a cette mêlée, et il y a cette mauvaise décision. Toutes ces mauvaises décisions, l'enchaînement des mauvaises décisions. Est-ce que Ficou vient se mettre dans la mêlée ou pas? Enfin, c'est là où on voit il repart. Il repart. Il y a un moment où il vient et il repart. Et donc, introduction à 7 et on perd le ballon, mais ce ballon-là qui part dans les airs, il retombe dans les bras de Ross Moriarty. C'est comme si on payait pour 4 ans d'ineptie. Finalement, il y a une justice. C'est la justice immanente, ça, en l'occurrence. Alors, à l'arrivée, parce qu'il va falloir conclure, mais ce que ça a de bon, tout ça, donc avec l'arrivée de Fabien Galtier dans le staff et de quelques-uns des autres membres de ce futur staff, avez-vous l'impression qu'il y a eu du positif? Parce que le risque, c'était que le futur sélectionneur commence par se savonner lui-même la planche, on va dire, en étant le fameux adjoint pas comme les autres. Il y a plus de positif que de négatif dans l'arrivée avancée, on va dire, de Fabien Galtier? Je pense qu'on restera sur une touche positive, effectivement. On restera dans l'idée que l'équipe de France aurait pu faire mieux, aurait dû faire mieux, et qu'elle a présenté un visage plus séduisant. Alors bon, en disant ça, on oublie les 2 matchs de Pro D2 qu'il y a eu au milieu de la poule, mais effectivement, il y a un souffle, il y a quelque chose qui semble s'être créé. Après, la grande question, c'est est-ce que ce souffle aura duré jusqu'au prochain tournoi? Ça, c'est une grande question. Arnaud, tu partages? Je partage complètement. Je pense que cette Coupe du Monde a été un gain de temps considérable. Et pour Fabien Galtier, pour identifier les forces et les faiblesses de cette équipe de France, voilà, les vivre au quotidien. Pour les joueurs, pour leur faire prendre conscience de ce qu'étaient les exigences du haut niveau, parce qu'il les a un peu amenés avec Thibaut Giroud, avec son staff. Donc maintenant, les deux se connaissent. Les joueurs, Fabien Galtier, et voilà, ils ont gagné 4-5 mois dans la construction, alors qu'on sait combien c'est difficile lors d'un premier tournoi de mettre en place les fondations d'une équipe. Là, tout est identifié, maintenant il faut construire. Ok, alors de ça, je vous propose, messieurs, qu'on en parle dans un nouvel épisode à venir. Merci Denis, merci Arnaud. Merci Pierre. Merci aussi à vous tous donc qui êtes de plus en plus nombreux à écouter nos podcasts. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, vos avis ou vos suggestions à podcast@sudouest.fr. Retrouvez également tous nos épisodes sur sudouest.fr et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous au Sportcast sur Spotify, sur Deezer, sur YouTube, iTunes et Google Podcast. À bientôt.